Alignement de la proposition de loi sur la congolité sur le calendrier de la session de mars à l'Assemblée nationale. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, l'a dénoncé à Genève. En Ouganda, la décision du gouvernement d'envoyer des troupes en RDC fait polémique. Le principal parti d'opposition, le FDC, a demandé mardi au président d'expliquer aux Ougandais les avantages de ces déploiements. En sport, arbitrage controversé du match Mauritanie-RDC, la Fédération congolaise de football association saisit la Confédération africaine de football pour protester. Madame, Messieurs, ravis d'être de notre pour vous informer. On ouvre cette édition avec la proposition de loi dite Tchani à la base des polémiques, s'exprimant sur le processus électoral en RDC lors de la 52e session du Conseil des droits de l'homme. La représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta, a dénoncé l'alignement de cette proposition sur le calendrier à la Chambre basse du Parlement. Aucun Congolais ne pourrait être exclu sur la base de son origine, de celle de ses parents ou de son conjoint, a déploré la chef de la MONUSCO. Après l'alignement de la loi Tchani à l'Assemblée nationale, les réactions fusent de partout. La loi sur la congolité inquiète la société civile, certains députés, mais également la chef de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, Bintou Keïta, qui a alerté sur les conséquences potentiellement dangereuses d'un débat sur la nationalité. Les détracteurs de la loi Tchani craignent que celle-ci soit utilisée pour éliminer du jeu politique certains candidats comme Moïse Katumbi et que le pays déjà fragilisé par les conflits ne bascule dans une dérive xénophobe, comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire où le concept d'ivoirité avait contribué à faire basculer le pays dans une guerre civile entre 2002 et 2021. Pour certains analystes politiques, cette proposition de loi instaurera une division entre les Congolais qui seront nés d'un père et d'une mère congolaise et les autres. C'est une violation flagrante de la Constitution. En effet, celle-ci, dans sa lettre et son esprit, insiste sur l'égalité entre tous les Congolais et interdit toute forme de discrimination entre ces derniers. Noël Tchani sème la zizanie et tente de faire renaître les démons du passé de la RDC. Tous ces Congolais qui sont nés d'un parent étranger se sentiront-ils encore congolais demain si cette loi arrivait à être votée, s'interrogent les experts en questions juridiques. Être né de parents congolais n'est pas une garantie de patriotisme. Cette loi repose sur des arguments populistes. Et ça serait inadmissible d'instrumentaliser à des fins politiques la souffrance des Congolais, insistent les juristes congolais. Pour la chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, le processus électoral doit être inclusif. Aucun Congolais ne pourrait être exclu sur la base de son origine, de celle de ses parents ou de son conjoint. Si cette loi parvenait à être adoptée ensemble pour la République de Moïse Katumbi, estime que leur président, leur candidat déclaré à la présidentielle serait exclu de la course puisque son père serait juif. Cette proposition dite Tchani a été déjà déposée à l'Assemblée nationale en juillet 2021, mais rapidement écartée pour cause d'inopportunité et d'inconstitutionnalité. Mais cette fois, la loi sera-t-elle examinée? La question reste posée. Les députés nationaux ont adopté 8 projets de loi de ratification des ordonnances lois prises en exécution de la loi portant habilitation du gouvernement pendant les vacances parlementaires. Plusieurs ministres étaient invités pour défendre leurs projets après débat. Ces projets de loi ont été soumis au vote. Ils ont été adoptés par la majorité. Jean-David Kilolo nous en parle. Il s'agit des projets de loi portant ratification de l'ordonnance loi modifiant et fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique, à l'exercice de la liberté de presse, liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en RDC, à la protection de l'environnement, à la ratification de l'accord de la Convention de l'Union africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, projet de loi portant ratification de l'ordonnance loi autorisant la ratification de la Convention de l'Union africaine des télécommunications, de la prorogation de l'état des sièges sur une partie de la RDC. Dans la défense de ces ordonnances loi, les membres du gouvernement Sama II se sont évertués à produire les motivations ayant présidé à leur prise de la ministre d'État en charge de l'environnement Eve Bazaïba en passant par celui de la santé publique, du numérique et de la communication. Tous ont justifié leurs ordonnances loi.
Quant à Patrick Mouyaya, ces textes mères qui encadrent l'exercice de la liberté des presses par la volonté des parties prenantes aux travaux des États généraux de la communication et des médias sont si sensibles et qui connaît une évolution avec l'apparition de nouvelles technologies de l'information et de la communication. D'autres textes à la suite de celui-ci renforceront l'arsenal juridique du secteur de la communication et des médias, notamment celui sur les statuts des journalistes œuvrant à RDC ou celui sur l'organisation des médias et la publicité. Nous pensons qu'après cette étape de ratification, il y aura un besoin de faire des débats encore pour que les médias puissent prendre connaissance de cette nouvelle loi, pour que nous nous assurions que lorsque nous allons veiller à son application, que cela ne fasse l'objet d'aucune discussion parce que ces secteurs doivent être assainis et nous avons pris rendez-vous avec le président de la République pour faire de la salubrité médiatique un objectif et nous allons y arriver ensemble. Déclarés recevables, les 8 projets de loi ont été soumis au vote et à l'issue de cet exercice sur 376 députés votants, 369 ont répondu oui, 7 non et aucune abstention. Et on va parler de cette première réunion de la commission ECOFIN présidée par le vice-premier ministre en charge de l'économie Vital Kamerhe depuis le remaniement du gouvernement Samalou Condé. Cette réunion a connu la participation de ministres sectoriels, notamment les ministres des Finances, du Plan, du Commerce extérieur, du portefeuille de l'industrie, du budget ainsi que le gouverneur de la Banque centrale du Congo. C'est en travaillant ensemble que nous pouvons espérer relever les multiples défis qui plombent le progrès économique et social de notre pays. Ce sont ces mots du vice-premier ministre, ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, qui résument l'esprit des travail qui animera cette nouvelle équipe de la Commission économique et finances du gouvernement Sama 2. 5 points à l'ordre du jour de cette réunion où Vital Kamerhe, en sa qualité de président de cette commission, a fait l'observation qu'à ces jours, la vocation de la commission est d'opérer en aval des initiatives sectorielles comme un premier point de filtrage technique et politique des dossiers et propositions à caractère économique en prévision de leur transmission au Conseil des ministres. Pour Vital Kamerhe, en plus de l'analyse des dossiers courants soumis par les ministres sectoriels, la commission ECOFIN devrait aussi servir de foyer d'impulsion, des centres de pilotage, d'unités de suivi rapprochées et des cadres d'évaluation de la politique économique tels que définis dans les programmes d'action du gouvernement. Parmi les priorités, le VPM Vital Kamerhe donne quelques orientations dont l'impératif de la diversification économique et l'accroissement de la production locale dans la perspective d'assurer une substitution intelligente des importations par les produits locaux. Dans la même perspective, il sera aussi question d'assurer la stabilité des prix intérieurs et la protection du pouvoir d'achat de la population contre les aléas des fluctuations conjoncturelles. Aussi, il sera de bon aloi qu'une plus grande adéquation des politiques monétaires et budgétaires soit assurée afin de préserver la stabilité du cadre macroéconomique et juguler l'érosion monétaire à laquelle la RDC fait face. L'élargissement de cette commission à certains départements importants pour l'effort de la production comme les mines, l'agriculture, la pêche et l'élevage a été également recommandé. Le tout nouveau président de l'ECOFIN a tenu à féliciter chacun des membres présents d'avoir mérité la confiance du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le détournement de plus d'1 million de dollars américains de la Banque africaine de développement par le ministre de Finances Nicolas Kazadi alerte le cabinet d'études Congo Challenge qui exhorte le ministre à payer urgemment l'argent pour les 4 études faites par ce cabinet validé par le ministre du Plan. C'est une réplique sanglante de Matata Ponyo à l'interview de Nicolas Kazadi sur les différends qui les opposent concernant les détournements de 1,9 million de dollars de la BAD par le ministre des Finances. Cette fois-ci, Matata Ponyo n'a pas porté les gants pour dire des vérités crues à l'argentier de la République. Il dit, je cite, « Je confirme que le montant de 1,9 million de dollars décaissés par la Banque africaine de développement pour payer Congo Challenge, notre cabinet d'études, a été détourné par le ministre des Finances. Tel est aussi le point de vue de plusieurs experts. Vous n'avez rien à m'apprendre sur les règles de gestion de fonds de la BAD, ayant moi-même géré les fonds de cette institution pendant plus de 7 ans au BCECO. Je confirme aussi que les circuits de la dépense, il m'a été demandé de payer une commission de 400 000 dollars américains, ce qui est moralement et professionnellement inacceptable. Je confirme. De même que vous avez dit, je ne paierai pas ces fonds parce que Matata Ponyo est candidat
président de la République. Ce serait lui donner des moyens de sa campagne à la présidentielle. Ce type de propos, insiste Matata Ponyo, est inacceptable pour un ministre des Finances, d'autant plus que les fonds détournés n'appartiennent pas à l'État congolais. Fin des citations. Concernant les accusations sur les études produites par Congo Challenge qui ne seraient pas consistantes, Matata Ponyo s'interroge. Qui peut vous croire lorsque, conformément aux clauses des 4 contrats, un comité interministériel d'experts congolais, dont certains de votre propre ministère, confirment la qualité de ces études? Êtes-vous plus intelligent que tous les experts des différents ministères réunis? Et le ministre d'État au plan, qui a validé la qualité de ces études, n'était-il pas intelligent? Et puis encore, les clauses des contrats qui vous lient. Pourquoi depuis 2 ans que vous refusez de payer, vous ne vous êtes jamais adressé au ministre d'État au plan pour récuser sa compétence et la qualité de ses études? Matata Ponyo dit toujours attendre qu'il soit traduit en justice par le ministre des Finances pour n'avoir pas révélé dans les 72 heures les noms de la personne qui lui avait demandé le 400 000 $ sous forme de commission. Il dit attendre toujours la démarche du ministre des Finances Nicolas Kazadi. Parlant de la remise des diplômes d'émérite au journaliste Marcel Moubenga, conseiller en communication du Premier ministre Sama Lukonde par l'UNPC section Kinshasa, le COGEC et l'ASBEL Congo Émergence, il a été récompensé pour son sens élevé du professionnalisme. Un bienfait n'a jamais été oublié. C'est cette célèbre phrase qui justifie la sympathie des professionnels des médias du Congo et de Kinshasa en particulier, en leur frère Marcel Moubenga, journaliste à la radio-télévision nationale et chargé de communication à la primature. Cet amour a été une fois de plus démontré par une longue série de témoignages lors de la cérémonie de remise des diplômes de mérite à l'honneur de ce chevalier de la plume qui s'est démarqué parmi tant de journalistes et responsables de presse des institutions de par sa générosité, gentillesse et humilité. Cet homme, dont la discrimination ne fait pas partie de son vocabulaire ni de sa logique, Marcel Moubenga, non seulement était comblé de témoignages et d'hommages, mais aussi des prix qui lui sont décernés par plusieurs structures, notamment l'UNPC Kinshasa, avec à sa tête son président Jean-Marie Kassamba, le COGEC avec Michael Bakemba et l'ASBEL Congo Émergence de Jean-Delors Kabamba. Cette reconnaissance par ses pairs n'a pas laissé indifférent Marcel Moubenga qui a profité de l'occasion pour inviter d'autres responsables de presse à faire autant que lui. S'il y a aujourd'hui des diplômes, il y a des mérites, c'est pas nous, c'est pas notre modeste personne. C'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui est notre école, c'est lui qui nous inspire, c'est lui qui constitue pour nous le modèle à suivre, parce que c'est un homme, comme je l'ai dit, qui a un sens très élevé de l'humain et il nous donne une inspiration qui nous permet à ce que tous les journalistes ou toutes les personnes qui passent par nos bureaux, qui nous trouvent les portes ouvertes, qui nous trouvent attentifs à l'écoute et que quand nous avons un travail à faire par rapport à toutes les actions qu'il mène, vous savez, le Premier ministre mène les actions dans la droite ligne de la vision du président de la République, le chef de l'État. Cette cérémonie, haute en couleur, a connu la présence de plusieurs ténors de la presse, notamment Baudouin Kamanda de la RFI. Pour lier l'utile à l'agréable, Marcel Moubenga, hôte de cette soirée, a offert un buffet à volonté à ses invités avant de clôturer la cérémonie par une photo souvenir. Et la gouverneure de la province du Haut-Lomami, Isabelle Kalinga, a fait une descente dans l'organisation de la coordination de personnes vivant avec handicap. Une façon pour elle de booster les efforts de cette catégorie des personnes qui se plaignent souvent d'être abandonnées. C'est une organisation de la coordination de personnes vivantes avec handicap où les talents féminins de cette catégorie de personnes ont été présentés à la gouverneure en marge de la clôture du mois dédié aux droits de la femme. Isabelle Kalinga Moshimbi, gouverneure de la province du Haut-Lomami, veut ici promouvoir l'autonomisation des femmes et des jeunes filles, albinos et autres catégories. Profitant de l'occasion, je voudrais adresser à toutes les femmes vivant avec handicap ici présentes les encouragements de mon exécutif et de moi-même pour la génie créatrice qu'elle nous démontre ces jours dans divers domaines de la vie courante. Par cet acte
elles ont prouvé à la face de toute l'opinion que l'Éternel, notre Dieu créateur, n'est pas injuste. Prenant connaissance de tout ce qu'elles ont produit, chacune selon sa capacité, la gouverneure Isabelle a fini sa visite par le centre Bouimois en pleine érection. Et en son cabinet du travail, la gouverneure s'est entretenue avec l'interfédéral de l'UNC en séjour dans la province du Olomami. Ilunga Zaina, c'est son nom. Elle a appelé les Olomamiens d'accompagner la gouverneure dans les efforts entrepris pour les relèvements de sa province. Je demande à ma population, qui est mon fief natal, de s'apaiser et de faire confiance à notre autorité. La suite, c'était le maire de la ville de Kamina, les bourgmestres et leurs adjoints qui ont été mobilisés par la gouverneure sur la guerre contre l'insalubrité pour faire rayonner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et de son côté, le gouverneur du Nord Kivu, Constant Ndima, condamne les attaques répétitives des centres d'inscription des électeurs par le milicien Maï Maï en ville et dans le coin périphérique de Butembo. Le dernier cas en date est celle plutôt qui a ciblé la nuit de mardi à ce mercredi 5 avril le centre d'inscription situé à l'école primaire Kirivata à l'est de la ville. Les assaillants ont tiré plusieurs coups de feu avant d'être repoussés par les FARDC en appui aux éléments de la police commis à la garde des 10 centres. Un kit d'enrôlement a été détruit suivant la réaction du gouverneur du Nord Kivu. Les opérations d'identification et d'enrôlement en cours dans notre province se poursuivent. Vous savez, dans le Petit Nord, une partie de notre province est encore sous contrôle de l'ennemi M23 avec ses alliés RDF. Ceux qui sont en déplacement, la CENI a fait un effort de déployer ces instruments, donc le matériel, et que l'identification et l'enrôlement en cours. Mais nous déplorons ce qui se passe ici au Grand Nord. Autour de Beni et aussi à Butembo, nos compatriotes se donnent à ce genre de pratiques. C'est-à-dire les groupes armés, les Maï-Maï bien sûr, s'attaquent aux centres d'enrôlement et aussi aux éléments de sécurité commis pour la protection de ces lieux. C'est ce que nous regrettons. Nous voulons la démocratie, mais le président de la République, chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées, se déploie pour offrir à tout citoyen congolais de se lire son chef dans la liberté qu'on laisse les autres. Pourquoi mettre encore le bâton dans la roue de la démocratie qui est en marche? C'est ce que nous déplorons et nous condamnons amèrement, et que nos frères et sœurs qui se livrent à ces pratiques, et cela doit cesser pour que les opérations d'identification et d'enrôlement aillent jusqu'au bout. 11 personnes sont portées disparues après le naufrage d'une embarcation lundi 3 avril dernier sur la rivière Ituri dans son bief entre Beni et Mombasa. Les victimes sont de passagers qui empruntent cette voie depuis l'effondrement du pont qui relie les deux entités. Au moins 17 personnes étaient à bord de cette pirogue en planche. Nous sommes en ligne avec Dieudonné Lossa, président de la société civile dans cette province. Oui, c'est au début du mois de mars qu'il y a eu dans le territoire de Mombasa, sur la rivière Ituri, le pont qui relie qui se trouve sur la route qui relie le territoire de Mombasa et le Nord Kivu s'est écroulé, et depuis ce moment, la population ne savait pas comment traverser. Et les gens ont fait des sortes de barques afin de faire traverser leurs biais. Alors malheureusement, ce naufrage aura lieu, je crois, c'est le 3 avril, qu'il y a un naufrage dans cette partie du territoire de Mombasa où plus de 20 personnes se trouvaient à bord de cet engin-là, la pirogue de fortune, ont connu le naufrage et tous sont morts. Les gens sont déjà morts, et pour faire les ponts, un ouvrage comme les ponts,
ce n'est pas l'argent que la province peut facilement mobiliser. C'est le gouvernement central qui est censé de faire quelque chose dans ce sens-là. Et sur le continent, en Ouganda, la décision du gouvernement d'envoyer des troupes en République démocratique du Congo fait polémique. Le principal parti d'opposition, le FDC, a demandé hier au président d'expliquer aux Ougandais les avantages de ce déploiement. L'Ouganda déployera progressivement un contingent de 2000 hommes au Nord Kivu sous la bannière de la force régionale est-africaine dont la principale mission est de superviser le retrait des rebelles du M23. Selon le gouvernement ougandais, ces hommes ne sont pas là pour combattre le M23, mais plutôt pour occuper en tant que force neutre les positions laissées par le mouvement rebelle. Un argument qui ne satisfait pas le principal parti de l'opposition. Cette décision, selon elle, ne fait que donner une mauvaise perception de l'Ouganda aux yeux de la population congolaise qui s'inquiète de l'arrivée des troupes ougandaises sur le sol congolais. L'Ouganda et le Rwanda ont été accusés par la population congolaise de soutenir le mouvement du M23. Le fait d'envoyer des troupes de l'armée ougandaise dans ce pays les met en danger. Lorsque vous vous battez contre un ennemi et que les gens derrière vous vous attaquent également, cela risque de coûter la vie à beaucoup de soldats ougandais, a précisé Fungaro Kaps Hassan, secrétaire national du FDC. Signalons qu'en 2021, l'Ouganda avait envoyé des centaines de soldats en RDC pour lutter contre les rebelles ADF. Dans les années 90, lors de la deuxième guerre du Congo, l'armée ougandaise avait été également déployée en RDC et jusqu'aujourd'hui, l'Ouganda paye les dommages causés par ses troupes. Fungaro Kaps Hassan craint un nouveau gouffre financier pour le pays. À l'en croire, les contribuables ougandais n'ont pas encore fini de rembourser l'argent pillé lors de la précédente guerre et le gouvernement veut envoyer d'autres troupes au Congo pour créer de nouvelles conditions de pillage. Nous voulons des explications claires du président Museveni pour justifier ce déploiement. Les forces armées ougandaises ne doivent pas devenir sa propriété personnelle, a dit l'opposant. Ce mercredi, dans la province de West Nile, à la frontière avec la RDC, plusieurs partisans du FDC se sont fixés rendez-vous pour un meeting à l'issue duquel ils vont élaborer une motion à adresser au Parlement contre l'intervention ougandaise en RDC. Ce meeting, signale-t-on, coïncide avec la visite du président Museveni dans la région. En bref et en images, après sa comparution devant la justice new-yorkaise hier mardi, l'ancien président américain Donald Trump a prononcé un discours devant ses partisans depuis sa résidence en Floride où il a dénoncé son inculpation comme une insulte à la nation, inculpé pour orchestrer une série de paiements pour étouffer 3 affaires embarrassantes avant l'élection présidentielle de 2016, a détaillé mardi les procureurs de Manhattan. Au-delà de ces affaires, Donald Trump est visé par plusieurs autres enquêtes, notamment sur son rôle dans l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021, sa gestion des archives présidentielles ou encore de pression exercée sur des responsables électoraux en Géorgie pour contester sa défaite à la présidentielle de 2020. En sport, une semaine après le match opposant les Mourabitoun de la Mauritanie aux Léopards de la République démocratique du Congo à Nouakchott, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2023. La Fédération congolaise de football association est sortie de son silence pour saisir la Confédération africaine de football et dénoncer les décisions arbitraires prises au cours de cette rencontre. Dans un communiqué laconique, la Fédération congolaise de football association informe l'opinion qu'à la suite des événements liés au match Mauritanie-RDC du 28 mars au stade de la capitale à Nouakchott, elle a pris toutes les mesures utiles. La procédure idoine en la matière a été effectuée dans le respect des délais légaux introduits auprès de la CAF et elle attend la suite qui en sera réservée. L'instance fêtière nationale tient à rassurer les fans et supporters des Léopards et toute la communauté sur sa volonté et sa détermination pour défendre les droits de l'équipe nationale et des joueurs de la RDC dans le respect des règles internationales et des compétitions organisées sous l'égide de la Confédération africaine de football. Il y a quelques jours, la Fédération mauritanienne de football avait dénoncé dans un long communiqué des propos diffamatoires et choquants tenus au cours de l'émission Grande Bouche sur Canal+.
L'instance fêtière du football mauritanien voulait se mettre à l'écart de toutes les décisions prises par l'arbitre Sadok au cours de ce match, avec un jeu aussi majeur dans le groupe I. Au regard de toutes les bourdes arbitrales vues lors du match Mauritanie-RDC, la CAF devra sanctionner lourdement l'arbitre tunisien, retirer le deuxième carton jaune écopé par Cédric Bakambou pour essayer de soigner l'image de l'arbitrage en Afrique. On prend le rappel des titres à présent. Alignement de la proposition de loi sur la congolité sur les calendriers de la session de mars à l'Assemblée nationale. La chef de la MONUSCO, Bintou Keïta, l'a dénoncé à Genève. En Ouganda, la décision du gouvernement d'envoyer des troupes en RDC fait polémique. Le principal parti d'opposition, le FDC, a demandé mardi au président d'expliquer aux Ougandais les avantages de ce déploiement. En sport, arbitrage controversé du match Mauritanie-RDC, la Fédération congolaise de football association a saisi la Confédération africaine de football pour protester. Dans un instant, c'est la revue de presse. Et c'est avec Christian Kalonji que nous allons parcourir le journal paru ce mercredi et site d'information. Bienvenue à vous, Christian. Merci Bédrine, merci à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde. À la une de votre revue de presse, ce mercredi, l'Union sacrée de la Nation annonce l'adoption de la charte constitutive ce mercredi 5 avril. Effectivement, Bédrine, la famille politique du président de la République a donc décidé de s'organiser puisque depuis sa création, la problématique des textes qui la régissent se posait donc avec acuité. Et aujourd'hui, c'est donc chose faite, voyons voir la suite. Selon opinioninfo.cd qui livre cette information, les membres de l'Union sacrée de la Nation vont pouvoir se pencher ce mercredi sur les derniers amendements du texte venant à régir cette plateforme politique mise en place pour soutenir le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Comme vous le voyez justement, à en croire ce média en ligne, Bédrine, les tractations ont été très houleuses ces derniers jours afin de statuer sur la structuration de la plateforme politique. La question relative au soutien à la candidature de Félix-Antoine Tshisekedi au second mandat a été aussi débattue de fond. D'après Politico.cd qui aborde le même sujet, cette cérémonie va aboutir à l'adoption et la ratification de la charte de l'Union sacrée de la Nation. La signature sonne en écho au message du chef de l'État comme un signe d'engagement d'une large partie de la classe politique de se rassembler autour de ce qui est plus cher. Le Congo, précise Politico.cd. Fox Time nous fait savoir pour sa part qu'à travers cette activité qui connaîtra donc aujourd'hui la présence des cacites de l'actuel pouvoir, la plateforme du président de la République veut donc organiser ses organes dirigeants. Et la commission ECOFIN du gouvernement a tenu sa toute première réunion et fixe les grandes lignes directrices. C'était hier et c'est sous la présidence du VPM de l'économie Vital Kamerhe, un poids lourd du gouvernement Sama 2, que s'est tenue cette première réunion de la commission économie et finances du gouvernement en présence des ministres d'État au budget des finances, du commerce extérieur et portefeuille. Actu30.cd. Bédrine, il était question pour Vital Kamerhe Lokalingini Kingi, président de cette commission, de décliner donc les priorités sur lesquelles travailler afin de redresser l'économie congolaise. La première priorité est relative à l'impératif de la diversification économique et de l'accroissement de la production locale. Bédrine, selon Zoumeco qui revient sur la même information, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale estime donc pour sa part que c'est de cette manière qu'il sera possible de réduire donc l'exposition au choc exogène, justement pour ainsi assurer la souveraineté alimentaire de la République démocratique du Congo. L'autre priorité, c'est aussi d'assurer la stabilité, Bédrine, des prix intérieurs et la protection du pouvoir d'achat de la population contre les aléas des fluctuations conjoncturelles. On espère
qu'il y aura une suite favorable par rapport aux spéculations de prix de biens de première nécessité qui dérangent tant soit peu la population. Kalonji. Nous vivons tout cela et nous sommes tous victimes de cela. Et on va terminer cette revue de presse avec un sujet du Sénégal où la coalition de l'opposition annonce de nouvelles manifestations avant l'ouverture justement du procès Sonko. Il faut dire que la démocratie est mise en mal au Sénégal actuellement, il faut le dire vraiment. La coalition de l'opposition sénégalaise a donc maintenu son appel à manifester mercredi et jeudi lors du procès en diffamation du dirigeant Ousmane Sonko, malgré l'interdiction des manifestations par les autorités policières, rapporte Radio France Internationale. Elle a dénoncé ce qu'elle qualifie d'arrestation arbitraire à la suite des récents affrontements liés au procès Sonko. Bédrine, elle exhorte ses partisans à se rendre dans la capitale Dakar avant une citation à comparaître de Sonko devant la haute cour pour une audience le 30 mars. La violence a été dans plusieurs villes depuis l'ouverture du procès en diffamation de Sonko le 16 mars. L'opposant farouche au président Macky Sall a même été hospitalisé après avoir été aspergé d'une substance toxique. Il est donc poursuivi, Bédrine, par le ministre sénégalais du Tourisme pour diffamation, insulte et falsification en lien avec des commentaires faits lors d'une conférence de presse à la fin de l'année dernière. Je rappelle qu'il a été condamné à 2 mois de sursis, si je me trompe, et c'est également la fin de votre revue de presse. Je vous en prie, Bédrine King. Et à vous tous, merci d'avoir suivi ce journal. Pour plus d'informations, rejoignez-nous dans Banamuka Congo via YouTube. L'actualité reste inconnue.